Bonjour à toi, cher spectateur. Le blues de Ma Rainey ou My Rainey's Black Bottom de George C. Wolfe, c'est un film qui m'intéressait beaucoup. Déjà parce que, avec le décès de Chadwick Boseman cette année et la sortie du film étant donc son dernier rôle au cinéma, donc à titre posthume, le long métrage a forcément un énorme impact culturel aux États-Unis et au-delà de ça, ça intéresse toujours de voir quel est le dernier rôle d'un grand acteur, même s'il est mort beaucoup trop jeune. Et au-delà de ça, le sujet avait l'air d'être très intéressant, même si personnellement, avant de voir ce long métrage, je ne savais pas du tout qui était Ma Rainey. Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre beaucoup de choses. Le résumé pour faire simple, à Chicago, en 1927, alors qu'elle est sur la fin de sa carrière, la chanteuse surnommée mère du blues Ma Rainey s'apprête à enregistrer un album. Nous allons la suivre, elle et son groupe, Levy, Cutler, Toledano et Slow Drag, tenter d'enregistrer cet album malgré la chaleur et les tensions au sein du groupe. Le film de George C. Wolfe est un long métrage très intéressant. Déjà parce que donc il est adapté d'une pièce de théâtre d'August Wilson. Ça se ressent dès les premières minutes parce qu'on voit que le film est réduit à un cadre extrêmement simple, c'est-à-dire qu'on est dans un studio de musique et le temps du long métrage va se passer quasiment uniquement sur une seule journée. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment d'immerger le spectateur dans ce qui était le quotidien d'un groupe de musique dont la chef était sur la pente raide, était vraiment sur la fin de sa carrière et cherchait juste à laisser un dernier message à tous ceux qui allaient dans le futur découvrir son œuvre. Donc on est vraiment sur un long métrage qui cherche à exploiter à la fois la condition d'une femme qui est en train de vivre la fin de son règne, et de l'autre côté, on nous montre en plus son trompettiste qui, lui, a envie de gloire et qui ne recherche qu'une seule chose, c'est-à-dire l'adoubement de ses prochains et donc à pouvoir enfin faire de la musique son métier. Donc du coup, on est sur un film qui cherche à explorer deux choses dans un cadre très réduit et c'est ça en fait qui rend le long métrage très fort. C'est que George C. Wolfe, même si ça se voit qu'il doit faire avec cette idée de cinéma théâtral, il cherche quand même à pousser l'idée plus loin pour proposer une vision du genre que je trouve très intéressante, très humaine, qui cherche à explorer à la fois les névroses de certains personnages, mais en même temps le côté très chaotique qu'il génère autour d'eux au travers de soit une obnubilation complète pour leur œuvre, soit parce qu'ils sont tellement dans l'idée de vouloir percer que finalement ils en oublient que ceux autour d'eux, ce sont eux qui vont vraiment les aider à monter. Et que si on les laisse de côté, on n'y arrivera pas. Et le film, du coup, explore beaucoup de choses. Au-delà de ça, le film est une vraie réflexion sur la communauté afro-américaine et sur comment celle-ci a pu être traitée à une époque dans le monde artistique. L'histoire afro-américaine inspire énormément de cinéastes, que ce soit simplement par le biais de certaines thématiques, par le biais d'un rapport particulier entretenu avec cette histoire, ou simplement parce qu'il tombe sur une aventure humaine qui semble importante à mettre en relief au cinéma par tous les moyens possibles. George C. Wolfe a donc choisi de porter à l'écran, poussé par Denzel Washington, l'enregistrement d'un album par Ma Rainey, grande prêtresse du blues américain, pour une œuvre assez folle, le genre de long métrage où l'on voit assez rapidement que l'on est face à un peu de théâtre filmé, mais où la générosité d'un auteur, d'un metteur en scène et des acteurs parvient à transcender tout cela. En termes d'écriture, donc le long métrage est basé sur une pièce d'August Wilson et le scénario est écrit par Ruben Santiago Hudson. J'avais déjà vu une adaptation de August Wilson il y a peu de temps, c'était Fences de Denzel Washington, que j'avais trouvé très intéressante. Ici, on sent que Santiago Hudson, il a envie de capter quelque chose de extrêmement humain et sensible. Déjà, c'est assez fascinant, mais j'ai zioté du coup un petit peu la pièce dont est adapté le long métrage. Il a vraiment essayé de respecter l'essence du dialogue de Wilson sans pour autant copier-coller celui-ci, en faire vraiment un dialogue cinématographique. Parce que par instant, le long métrage a clairement des grandes envolées qui font très théâtrales. Et on peut se dire, ok, bon ça doit être vraiment piqué au millimètre près de la pièce de théâtre et il ne doit pas y avoir grand chose de plus. On sent qu'il y a un vrai travail d'adaptation tout de même de la part de Santiago Hudson. On sent qu'il a envie de générer une vraie fascination et une vraie montée en puissance pour chaque personnage. Je veux dire, c'est assez saisissant, mais quand vous allez regarder le film, vous allez avoir la sensation que le scénariste n'a oublié aucun protagoniste. Il y a 7, 8, 9 personnages principaux, si on veut pousser le vice très loin, et ces 9 personnages principaux ont chacun un petit moment où ils vont briller à l'écran. Que ce soit cet impresario, que ce soit Ma Rainey, que ce soit Levy, que ce soit Toledano, que ce soit n'importe quel membre du groupe, il y a cette idée que à un moment, ils vont exploser. À un moment, ils vont avoir un impact sur le spectateur et à un moment, ils vont avoir leur petit instant, on va dire, de transmission. Parce que c'est un film qui transmet beaucoup en termes d'écriture. C'est un film qui transmet de l'histoire, qui transmet de la culture, qui transmet de la musique, qui transmet de l'humain, de l'émotion. C'est un film qui cherche, au travers de son écriture, à générer énormément de sentiments. Et donc, comment on génère au mieux les sentiments? En développant correctement des personnages, en amenant des dialogues qui peuvent sonner comme un tantinet longué ou extrêmement grandiose, mais dans ce grandiose, il y a de l'intime. Et c'est ça qu'arrive à faire ressortir Santiago Hudson.
Santiago Hudson parvient à tirer de l'œuvre de Wilson toute la sève et la justesse de la composition des personnages, de la dualité, mais également d'un fort contexte dramatique et émotionnel qui génère une sensation de suffocation chez le spectateur qui est due au statut de ces différents personnages. Le scénariste développe alors toute une puissance dramatique qui se ressent de bout en bout, qui ne sonne jamais comme simplement une aventure théâtrale et simple, mais comme une vraie tragédie humaine sur fond d'histoire afro-américaine, développant tout un ressenti qui parvient à transcender la culture de base du spectateur pour raconter avant tout une histoire juste et émouvante. En termes de mise en scène, George C. Wolfe, qui n'a pas tant que ça réalisé de films, il est surtout connu pour un travail de télé assez impressionnant, pour quelques rôles également en tant qu'acteur, je trouve qu'ici il a vraiment réussi à capter à quel point il peut se reposer sur ses acteurs. C'est un élément qu'on a souvent tendance à citer lorsque l'on parle de cinéma théâtral, dans le sens où on va vraiment faire parfois, ce mot que je déteste un peu, du théâtre filmé. Ici, c'est pas le cas. On sent qu'il a envie de faire en sorte de pouvoir se reposer sur ses acteurs. Et à de nombreuses reprises, la caméra va vraiment capter des choses très fortes. Je pense à 2-3 scènes où Livy a des espèces d'énormes envolées en termes de dialogue qui sont assez saisissantes. Je pense à ces petits instants où il y a Toledano qui va avoir des petites réflexions sur la vie et qui va improviser un petit morceau au piano sur lequel il va poser une réflexion. Je trouve ça très fort. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment cette opposition qui est constamment faite par le biais de la mise en scène du cinéaste américain entre Ma Rainey et Livy. Ma Rainey est quelqu'un qui vit dans le passé et qui a du coup cette optique de vouloir quand même rester dans ses heures de gloire et peu importe ce qu'elle entend. C'est-à-dire qu'on lui parle d'une certaine Bessie Davis qui est en train de la surpasser et elle dit non, non, elle n'est rien à côté de moi parce que c'est moi qui ai tout fait. Et c'est très intéressant d'avoir justement d'un côté ce personnage qui va, par le biais de son obnubilation pour le passé, générer du chaos autour d'elle, et de l'autre côté Livy qui, dans son innocence de, entre guillemets, jeune premier, persuadé d'être talentueux comme c'est pas permis, veut absolument percer, quitte à carrément se mettre de côté tout ce qu'il peut avoir de bien dans sa vie, jusqu'à brûler la chandelle par les deux bouts. Et c'est assez saisissant d'avoir cette opposition dans la mise en scène parce que du coup, ça fait ressortir énormément d'émotions, ça fait ressortir énormément de réflexions également sur les manières à laquelle on pouvait voir finalement le succès et l'idée de gloire. Et au-delà de ça, c'est un film qui du coup prend réellement aux tripes grâce à ça. Wolfe sait comment jouer avec la base de son aventure, pour développer une scénographie qui sait comment jouer avec l'espace, pour ne pas simplement sonner comme une mise en relief de personnages au sein d'un cadre théâtral, mais comme une vraie mise en avant de l'humain au sein d'un studio. Alors se pose la base de son œuvre, alors se pose l'essence même de ce qui fait la générosité de son cinéma ici, pour finir par devenir une œuvre qui transcende sa base, devenant un instant de cinéma où Wolfe devient le porteur d'un message, l'évocateur d'une époque, d'une aventure résonnant comme bien plus que simplement une fresque sur le racisme et les disques de race, mais avant tout un film sur la gloire et la cécité qu'elle génère. En termes de casting, je trouve celui-ci vraiment parfait. Je veux dire, il n'y a aucune interprétation qui semble mauvaise ou maladroite. Je veux dire que ce soit Colman Domingo, que ce soit Glinterman, que ce soit Michael Potts, que ce soit Jeremy Shamos, Johnny Cohen, Taylor Page, Dustin Brown, Joshua Arto, Queen Van Hartweb, enfin, tous ces acteurs sont vraiment excellents. Bon, les deux derniers ont vraiment des tout petits rôles, mais ils ont des gueules, vous les connaissez. Ce sont des acteurs américains qui sont souvent habitués à des seconds rôles. Les autres sont tous exceptionnels. Je veux dire vraiment, ils arrivent à faire en sorte qu'on n'oublie aucun personnage. Que lorsqu'on arrive à la fin, on se dise, chacun de ces personnages a réussi à prendre vie par le biais de leurs interprétations. Et il y a forcément cette idée-là qui ressort par le biais des interprétations de Viola Davis et de Chadwick Boseman, où je suis incapable de savoir lequel des deux ressort le plus. Parce qu'ils sont tous les deux saisissants, ils sont tous les deux grandioses, et ils apportent tous les deux beaucoup d'ambiguïté à des protagonistes qui pourraient sonner comme caricaturales ou grossiers, et qui par le biais de leurs interprétations le sont absolument jamais. Viola Davis est éblouissante dans le rôle de Ma. Elle parvient à tirer quelque chose de rare de son interprétation pour un instant de cinéma suspendu dans le temps. Et de son côté, Chadwick Boseman est fantastique, l'acteur livrant une ultime performance déchirante et folle qui transcende le personnage et lui donne une envergure rare. Au bout du compte, le blues de Ma Rainey, ou Ma Rainey's Black Bottom, est un film que je trouve assez génial, finalement. Je m'attendais à apprécier le film, voire même à beaucoup l'aimer, mais de là à le trouver génial, je m'y attendais pas. Et je trouve que le film arrive à transmettre énormément de choses, à être à la fois une très belle œuvre qui sait être une synthèse finalement d'une époque, mais également d'à quel point malheureusement cet héritage est encore d'actualité. Le film a un écho par rapport à l'actualité américaine surtout, mais également internationale. Le film arrive à parler de sujets compliqués, par exemple des disques de race que j'ai vaguement évoqués, mais je vous invite à vous plonger là-dedans. C'est assez saisissant de découvrir à quel point la culture musicale à l'époque était vraiment réduite à la culture blanche et où c'était pas du tout ouvert sur la culture afro-américaine. Et au-delà de ça,
George C. Wolfe, il a vraiment réussi à livrer un film qui rend magnifiquement hommage à Ma Rainey's, mais également à Levy, à Toledano, à Cutler, enfin à tous ces gens qui font partie de l'industrie musicale et qu'il ne faut pas oublier. Parce que, mine de rien, j'ai quand même découvert Ma Rainey au sein de ce film. Donc du coup, le blues de Ma Rainey de George C. Wolfe, si vous avez l'occasion de le regarder sur Netflix, foncez, c'est une grande valeur sûre. Et au-delà de ça, je pense que le film, possiblement, peut aller très très loin aux prochains Oscars. Ça serait pas étonnant même de le voir aller jusqu'au bout. A plus!